Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 6e épisode du podcast C'est le temps de décrocher. Zach, Joe et Phil. Et comme vous voyez, on a un très grand invité avec nous Il est aujourd'hui. pas si grand que ça. Pour nous, oui, pour ce que tu fais, ça nous fait vraiment plaisir. Mais un gros merci à toi, Yves, de venir sur notre podcast. Plaisir. Salut tout le monde. Donc, pour commencer, on voulait te demander, c'est qui Yves Perron? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si tu veux te présenter aux personnes qui nous écoutent. OK. Ça dépend de combien de temps. Non, en fait, on y va sur ton temps. Écoute, Yves Perron, moi je suis le député du Bloc québécois, dans le fond, dans Berthier-Masquinongé. Je suis député sortant, parce que maintenant on est dans la campagne électorale. Donc, Exactement. en fait, mon vrai titre actuellement, c'est candidat du Bloc québécois. Ben oui. Depuis octobre 2019. Fait que ça fait 5 ans et demi. Autrefois, j'étais prof au secondaire pendant 25 ans. J'ai été d'ailleurs votre prof à vous deux. Ben oui, ça a été notre prof. Il semblerait que je vous ai pas trop traumatisé, fait que vous êtes revenu me voir. Et c'est ça. Donc j'ai enseigné, je suis formé en économie, j'ai enseigné l'histoire majoritairement. J'ai fait aussi géographie, puis évidemment les sciences économiques pendant tout ce temps-là. Voilà. Avez-vous quelque chose à dire vous autres, les gars? Moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi as-tu choisi le Bloc québécois? La cause politique, c'est l'indépendance du Québec. En fait, si tu demandes à mes deux anciens élèves si j'avais l'air malheureux comme prof, ils vont te répondre que non. J'étais très heureux dans ma vie de prof. Fait que je suis pas député parce que j'étais pas heureux. Je suis député parce que je trouve que l'indépendance du Québec, c'est vraiment important. Et je le pense encore plus qu'avant. Maintenant que je travaille à l'étranger, vous savez qu'être député du Bloc, c'est d'avoir un mandat pour travailler à l'étranger parce qu'on traverse la rivière à chaque matin pour aller travailler en Ontario et défendre les intérêts du Québec. Donc, c'est vraiment l'indépendance. Je suis un militant du Parti québécois, en fait, au départ, de longue date, parce que j'étais insatisfait des résultats électoraux. Puis, je chialais bien gros. Fait qu'à un moment donné, je me suis regardé et j'ai dit, arrête de chialer, toi, qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Fait que j'ai fait un coup de téléphone, puis j'ai commencé à militer, puis ça s'est allé très rapidement. Puis au fil des années, je me suis retrouvé là. Félicitations de te rendre pour ton beau parcours. Il y a d'autres, Alors moi, j'aurais une autre question pour toi, Yves, aussi. Dans le fond, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en politique, en fait? C'est un peu la même réponse. C'est l'indépendance politique au départ. Puis, là, j'ai peut-être pas tout à fait répondu au complet pour le Bloc québécois. Je suis un militant du Parti québécois parce que vous savez que l'indépendance va se faire à Québec. Et il est arrivé en 2011 que le Bloc québécois a eu beaucoup de difficultés dans une campagne électorale. Ils ont fini à 4 députés. Et là, dans ce temps-là, les gens sont partis beaucoup. Puis le parti était vraiment tombé à plat. Puis comme militant du PQ, on est allé porter renfort aux gens du Bloc. Et en même temps, il y a eu un redécoupage de la carte électorale. Avec mon ami Gabriel Sainte-Marie se présentait dans Joliette. Mais Saint-Félix-de-Valois a été mis dans Berthier-Masquinongé. Ouais. Et dans Berthier-Masquinongé, le Bloc n'avait pas de candidat. Fait que je suis allé voir ce qui se passait suite à un appel du président de circonscription. Et puis, j'ai porté les couleurs en 2015 pour une première fois. C'est cool. Ouais. Super. C'est très bien. Puis, moi, je voulais y aller aussi. Je voulais que tu nous parles un peu dans tes débuts de politique. C'est quoi les changements que tu as apportés, puis les points que tu défendais jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution? On voulait savoir ça. OK. Tu sais, en arrivant au Bloc en 2015, la première campagne, je la faisais pas pour la gagner, parce que le parti était vraiment pas populaire. D'ailleurs, je ne l'ai pas gagné. Je ne sais pas en quelle année je vous ai enseigné, mais... on était en secondaire 3. C'est ça, la première a été plus difficile. La deuxième, ça a été un meilleur succès, mais entre les deux, il y a eu une crise de leadership au Bloc québécois. On a eu Martine Ouellette qui a causé beaucoup de divisions, dans le fond. Je ne vais pas juger personne là-dedans, mais le parti, des 10 députés qu'on avait fait élire en 2015, 7 avaient quitté la formation politique, avaient créé un autre parti politique qui s'appelait Québec debout. Il restait 2 députés, 3 au début dans le Bloc québécois. Et moi, je connaissais un peu tout le monde dans les deux camps. J'ai essayé de ramener ça, puis en voyant que ça ne se pouvait pas, à un moment donné, on a travaillé aussi pour qu'il y ait un changement au leadership. Puis après ça, je suis devenu président du Bloc québécois. Ça, c'est avant d'être député.
Puis ça, je te dirais que c'est une de mes plus grandes fiertés, c'est que quand je suis devenu président du Bloc, tout le monde disait que j'étais fou, que ce parti-là était mort, que j'allais brûler mon nom. Et en quelques mois, j'ai réussi à convaincre tous les députés de revenir ensemble. On a réuni le caucus, on a fait des démarches, on a recruté François Blanchet comme chef, qui lui, à l'époque, était dans les médias, faisait quand même un gros saut, là. Il a pris beaucoup de risques pour devenir chef du Bloc. Et on se connaît depuis ce temps-là. Et bien, la grande fierté, c'est qu'à l'élection suivante, on a fait élire 32 députés. Ça, c'est je te dirais, dans ma vie politique, c'est la première fierté que j'ai, c'est d'avoir réussi à ramener les gens ensemble pour ne pas diviser les forces. Puis, depuis ce temps-là, ben, on a vu la différence au Parlement fédéral. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Tout de suite après l'élection, en 2019, moi, la mère de mes enfants travaillait à l'Union des producteurs agricoles pendant de nombreuses années. Moi, j'ai grandi sur une ferme en Abitibi à Sainte-Terre. C'est pas dans ce coin-ci, mais le milieu agricole, je suis très sensible. J'ai toujours trouvé que le milieu agricole était mal défendu au niveau politique. Après l'élection, j'ai demandé si je pouvais avoir agriculture agroalimentaire comme dossier, pour me le donner. Fait que j'étais bien content. Et le titre de mon dossier, c'est Agriculture agroalimentaire et gestion de l'offre. Oui, c'est ça que j'avais vu en faisant mes recherches. Puis j'avais vu aussi que tu étais porte-parole ou en lien avec le Canada puis la Chine. Oui, je suis vice-président de l'Association Canada-Chine aussi. Il y a des associations parlementaires, d'amitié parlementaire. Puis tous les partis officiellement reconnus sont représentés là. Puis c'est moi le représentant Canada-Chine pour le Bloc. Je suis aussi vice-président du comité permanent d'agriculture agroalimentaire par défaut. J'ai été nommé le 16 décembre dernier whip en chef du Bloc québécois aussi. Ça, c'est toute une autre fonction. Mais pour la gestion de l'offre, je veux juste faire une petite histoire si on a du temps. Ben oui. Vous savez, c'est quoi la gestion de l'offre? Hein? C'est qu'on n'exporte pas. Le lait, la volaille, les œufs, on n'exporte pas à l'extérieur, puis on produit pas plus que ce que notre marché a besoin. Donc, on évalue la quantité de produits qu'on a besoin dans le marché. On produit cette quantité-là, puis ça nous permet de contrôler le prix. On fixe le prix selon un barème du rendement moyen des fermes, puis selon les coûts de production. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça permet à nos producteurs agricoles d'avoir un niveau de vie stable, décent, toujours des prix prévisibles. Ça permet à nous, comme consommateurs, d'avoir un produit d'une super grande qualité avec des prix fixes. Vous savez qu'une douzaine d'œufs aux États-Unis, présentement, là, c'est 12, 14, 20 piastres. Oui. C'est eux qui veulent nous envahir. Là. Et c'est ça. Non, mais dans tous les sens du terme, mais particulièrement dans la gestion de l'offre. Et donc, c'est vraiment un bon système. Mais pour être capable de faire ça, il ne faut pas que tu laisses rentrer du produit de l'extérieur. Non. Là, le problème, c'est que le Canada a tendance à sacrifier toujours le Québec dans les négociations, dans les dernières négociations. Parce que la gestion de l'offre, là, le Québec, on a à peu près 40% du marché du Canada. Donc, c'est plus que notre population. Pour nous, c'est super important. Et dans l'accord économique avec l'Europe, dans l'accord avec les États-Unis, dans l'accord avec le Trans-Pacifique, on a donné des parts de marché. Puis dans le lait, entre autres, on est rendu à 18%, ça ne fonctionnera plus. Fait qu'on a eu l'idée, après avoir eu à chaque négociation, faire voter des motions unanimes. Ça, une motion unanime dans un parlement, là, tu te lèves, puis tu proposes un texte, puis si personne ne s'oppose, on l'adopte. Mais ça ne lie pas directement le gouvernement. C'est plus symbolique. Fait qu'on a fait adopter plusieurs fois des motions pour ne pas toucher la gestion d'offres, mais dans la négociation d'après, c'était pas respecté. Alors, on a eu l'idée, comment le faire respecter, c'est de l'écrire dans la loi. Fait qu'on allait changer la loi du commerce international pour on retirait ça du mandat du ministre du commerce international à sa prochaine négociation. Ça, c'est, tu sais, tu changes des choses majeures, là. Ça, c'est vraiment beau. Puis tout le monde disait, un peu comme quand je suis devenu président du Bloc, tout le monde disait, ça ne sortira jamais du Parlement, ça va être bloqué. Tout le monde te disait que tu étais un fou. Ouais. OK. On l'a fait voter, non pas seulement une fois, avant l'élection de 2021. L'élection de 2021, c'est retombé à zéro, il fallait recommencer. On l'a sorti une deuxième fois du Parlement. Même à 80%, les députés ont voté pour le dernier vote, là. Tous les chefs de partis fédéraux ont voté pour, mais ça, c'est de la mobilisation, c'est de convaincre les gens, puis c'est aussi amener les gens du milieu agricole à travailler avec nous autres. Souvent, les gens peuvent être un peu craintifs d'aller se coller avec un parti, surtout quand ça s'appelle Bloc québécois. Tu sais, j'avais des gens du Manitoba, de l'Ontario, des territoires du Nord-Ouest à côté de moi. Ouais. Fait qu'il faut les convaincre longtemps au début. Puis quand ils ont vu comment on travaillait,
Nous, on défend le Québec, on veut l'indépendance du Québec ultimement, mais dans l'intermède, dans le Parlement fédéral, on n'est pas là pour nuire au Canada. On est là pour faire des bonnes choses pour le Québec. Puis empêcher que le Québec fasse des choses en sacrifiant, que le Canada fasse des choses, pardon, en sacrifiant le Québec. Donc, quand les gens ont compris ça, on a fait voter. Puis ce qui est dommage, c'est que c'est les sénateurs qui ont bloqué le projet de loi juste avant les fêtes. Donc, le Canada, je vous annonce ça à la maison, les amis, n'est pas une démocratie. Parce qu'il y a une gang de personnes qui sont nommées jusqu'à 75 ans, qui ont de comptes à rendre à absolument personne, payés autour de 200 000 par année pour filtrer les projets de loi de la Chambre des communes. Alors, moi, les partis politiques, en ayant mobilisé le monde agricole, je les ai comme forcés à voter pour, parce que ça aurait coûté cher politiquement. Rendus au Sénat, ils ont parlé à leur chum, et les conservateurs et les libéraux, puis c'est 8-9 personnes qui ont réussi à bloquer le projet de loi. C'est très choquant. Mais on a annoncé cette semaine qu'on allait le ramener dans la première semaine du prochain Parlement. Fait que ça, c'est une autre fierté, parce que rassembler les gens comme ça, tu sais, le 10 octobre, on a fait une grosse manif, parce qu'au mois d'octobre, on avait mis ce projet de loi-là comme condition, celui-là, puis la protection des aînés pour augmenter les pensions de vieillesse. Et le 10 octobre, sur la colline parlementaire, on a organisé un gros rassemblement. On avait 250 producteurs agricoles. On avait des députés de tous les partis politiques, incluant le Parti vert, incluant le NPD, 2 ministres du Parti libéral qui ont accepté de parler au micro avant mon chef dans une conférence de presse. Vous ne verrez jamais ça d'habitude. Incluant 4 sénateurs, parce que dans la gang des sénateurs, il y en a un paquet qui ont bien de l'allure. Et les autres n'ont pas d'allure. Ben, quand tu es là pour bloquer des projets de loi votés démocratiquement, OK. on va me censurer, là, mais tu sais, je suis pas... non, on n'est pas d'accord. Okay. Alors, dans les 4 sénateurs, il y en a même un qui s'est excusé des délais trop longs. OK. Fait que, tu sais, après ça, quand l'institution du Sénat bloque le projet de loi, ben, il faut comprendre que quand on fera l'indépendance du Québec, on ne mettra pas de Sénat dedans. Ouais. Tu sais? Ouais. Moi, j'ai une question pour vous. Pourquoi le Québec, justement, n'est, comme vous disiez tantôt, est comme séparé du Canada, ben, lié au Canada, là, mais ce que je veux dire, séparé comme dans le sens... pourquoi... Moi, dans le fond, j'ai lu quelque chose tantôt, que le prix du gaz allait baisser partout au Canada, mais sauf au Québec. Je voulais savoir si c'était une vérité que j'ai lue ou si c'est juste l'Internet qui me niaisait. Ben, mais pourquoi ça serait le Québec qui serait exclu que le Canada? Probablement, ils font référence à la taxe carbone fédérale qui va être retirée, mais tu sais, il n'y a pas un si gros impact. Le début de ta question, là. Pourquoi le Québec est comme séparé du Canada? Dans le fond, on devrait, mais on ne l'est pas. Ouais. C'est parce qu'on n'est pas la même nation, tout simplement. Le Canada, c'est un beau pays. C'est pas des gens qui sont méchants. Ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous, tout le temps. Souvent, on a les mêmes intérêts. Tu as parlé tantôt de... On n'a pas les mêmes enjeux, les intérêts. Ouais, ben, des fois, oui, mais pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Puis quand ça arrive que c'est pas les mêmes intérêts, ben, c'est toujours les intérêts canadiens qui vont prédominer, parce qu'on est... une province sur 10. Le mot province, c'est un mot qu'on n'aime pas, nous autres, qu'on essaie de ne pas prononcer, parce que c'est un mot qui vient du latin provincia, c'est le territoire des vaincus. Ça fait un peu... Fait qu'on dit le Québec et les provinces. Fait qu'à partir de maintenant, vous dites plus province du Québec, ça ne dit pas. On dit le Québec et les provinces. On est positif, on construit le pays. Mais l'idée, c'est de travailler d'égal à égal, parce que souvent, dans les comités, des choses comme ça, quand les gens du Canada anglais ont besoin de nos votes, ça va bien. On négocie, c'est beau, c'est parfait, puis on arrive toujours à des bons compromis. Puis le jour où on a des demandes spécifiques au Québec puis qui n'ont pas besoin de nos votes, bien là, tout d'un coup, ça ne marche pas. T'sais. On n'est pas capable, par exemple, de garder une députation qui représenterait 25% du Parlement. On a refusé ça. Un paquet de choses comme ça, la langue française, la laïcité. Vous savez que le gouvernement fédéral veut utiliser les sous des Québécois et des Québécoises pour contester les lois que l'Assemblée nationale a votées. Alors que l'Assemblée nationale, c'est notre vrai Parlement, dans le fond. Donc, ça, c'est la première question. La première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'est la protection du climat. Tu sais, la taxe carbone fédérale, c'était pas un si mauvais programme que ça, parce que les gens qui avaient, les consommateurs recevaient le remboursement de ce qu'ils payaient, et la plupart des gens qui faisaient, je pense, en bas de 100 000 recevaient plus que ce qu'ils payaient. Mais les conservateurs ont démonisé cette mesure-là. Et là, pour des questions politiques, le nouveau chef libéral veut l'enlever. En fait, il a déjà enlevé la portion sur les consommateurs. Mais au Québec, c'est pas construit de la même façon. Nous, on a
depuis, je crois, de mémoire 2012, la bourse du carbone. C'est un partenariat avec la Californie. Et ça incite, ça fait en sorte que les grands pollueurs, les compagnies, obtiennent un plafond de pollution. Et s'ils polluent moins, ils peuvent vendre des crédits. S'ils polluent plus, ils doivent payer, ils doivent acheter des crédits. Et ça fait que globalement, les émissions de gaz à effet de serre ont beaucoup diminué au Québec depuis ce temps-là. C'est ça l'objectif. Puis le développement de l'économie n'a pas été bloqué, au contraire. Le développement du PIB du Québec, c'est la province, pas la province, mais je viens de vous dire de ne pas dire ça. C'est la partie du Canada qui s'est le mieux développée. Donc, c'est pas quelque chose qui a... Tu sais, il faut faire attention, tu me disais, Internet, le grand défi aujourd'hui, là, c'est ça, c'est de défaire les mensonges qui se disent. Je donne un exemple, là. Puis, là, je sais que je réponds longtemps, mais des fois, il faut que j'explique. Non, c'est Dans le le dernier Parlement, à un moment donné, là, les conservateurs avaient décidé que la taxe carbone était responsable de la hausse des prix en épicerie. Alors, il y a un paquet d'études qui ont été faites. La taxe carbone était responsable de 0,02% des hausses des prix en épicerie seulement. Les autres, ils disaient toute la hausse, ça vient de la taxe carbone. Fait que les députés se levaient et disaient c'est ça. Là, nous, on se levait et on disait ben non, c'est pas vrai. On a telle étude qui dit le contraire. Puis on se rassoit, il se relève, puis il répète son mensonge. Ça, c'est un gros défi de la politique moderne. C'est que pour lancer un slogan, ça leur prend 20 secondes. Moi, pour expliquer qu'il n'est pas vrai, je vais avoir besoin de 1 minute et demie, mettons. Cette minute et demie-là, on ne l'a pas toujours dans les médias. Fait que là, tu avais touché plusieurs affaires. J'ai parlé de... Mais je pense que ça répond, là. Pour les gens qui nous écoutent, là, dans le fond, là, tu l'as probablement déjà dit, mais vraiment, question d'être vraiment clair et tout. Quels sont tes principaux enjeux que tu prônes, dans le fond? Bien, les valeurs qu'on met de l'avant, c'est les valeurs québécoises qui font consensus. Au Québec, on dit, si tu t'en viens au Québec, tu es Québécois en arrivant. Ouais. Okay? Bon, tout le monde est Québécois, mais il y a des valeurs communes qu'il faut qu'on respecte. La langue commune, c'est le français. Il faut que tu apprennes la langue. Ouais. Il faut que tu acceptes que l'État est laïque. Ça, le Canada a beaucoup de misère avec ça. Ils ne sont pas rendus là pantoute. Non. Le système de multiculturalisme, là, eux autres, c'est que ça arrive dans nos pays, ben, tu peux continuer à vivre pareil comme tu faisais avant, sans te mêler aux autres. Ce que ça fait, ça provoque des petits ghettos. Tu vas à Toronto, tu vas ailleurs, tu as des quartiers, puis toutes les mêmes gangs qui sont ensemble. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde vive ensemble, en demeurant eux-mêmes, mais en mettant on appelle ça l'interculturalisme. C'est sûr, c'est comme à Montréal, on voit souvent des affiches tout en anglais. Souvent, il y a certaines... Mais ça, on ne devrait pas tolérer ça, c'est pas supposé. Oui, ben c'est ça, exactement. Puis le troisième aspect, c'est important que je le plug, c'est l'égalité des hommes et des femmes. Exact. Puis ça, au Québec, on a tendance à penser que c'est acquis. Ben, c'est comme l'endroit dans le monde où on est le plus avancé, mais on n'est même pas rendu. Une femme, généralement, va faire un salaire moins élevé qu'un homme pour des fonctions équivalentes. Quand c'est pas dans la fonction publique, et tout ça, là, quand c'est des emplois dans le privé. Fait que ça, c'est les trois choses qu'il faut qu'on protège. T'sais. Fait que nous, surtout quand on parle de religion, on dit, moi, tu pratiques la religion que tu veux. Mais quand tu arrives, que tu représentes l'État du Québec, c'est un peu comme quand je vous enseignais, les gars. Là. Je donne souvent cet exemple-là. T'sais. Moi, j'étais un péquiste, puis j'étais un bloquiste, mais j'avais pas mon macaron du bloc quand je vous enseignais. C'est vrai. J'étais le gouvernement du Québec. Fait que j'étais le plus possible neutre. Puis je vous disais au début de l'année, je disais, j'ai des orientations, puis ça va paraître, mais moi, ma job, c'est d'être neutre. Puis tu sais, ça n'a jamais posé problème. C'est un peu la même chose. T'sais. On ne devrait pas avoir de symbole religieux parce qu'on se trouve à imposer la religion à celui qui a besoin des services publics. Exactement. Pour s'assurer que tout le monde va être égal devant l'État, il faut que l'État soit neutre. Ouais. Fait que c'est les trois grands barèmes, puis je te dirais qu'on veut développer la richesse dans une social-démocratie, donc avec un filet social. On veut le préserver, notre filet social, mais raisonnable. Puis tu sais, il faut qu'on soit efficace, il faut que l'État soit efficace, mais il faut qu'on offre des services décents aussi en même temps. Et pour être capable de tout faire ça, la meilleure façon, donc, que ce soit le plus facile possible, c'est qu'on contrôle toutes nos taxes et tous nos impôts. Ouais. À ce moment-ci, on envoie la moitié de nos impôts à Ottawa. Puis ils font ce qu'ils veulent avec, puis pour en avoir une partie, il faut qu'on se graphine les genoux dans la garnotte en quémandant notre argent. Ça nous ralentit. Puis on a beaucoup de structures qui sont doublées, ça nous ralentit. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Ben oui.
Puis justement, tu nous parlais t'étais notre prof, puis la dernière année on t'a eu, je pense, en secondaire 3. Ouais. Puis nous autres, comme tu dis, tu nous parlais, puis on a un vague souvenir que quand tu nous disais que t'étais embarqué dans la politique, puis tu sais, pour être juste honnête pour tout le monde, là, on est témoins. Il s'est jamais vendu qu'il était au Bloc québécois. Il a toujours été super neutre, puis il en parlait. C'était juste une de très belle époque qu'on t'a eu comme professeur. Puis, moi, j'essayais surtout d'expliquer le fonctionnement du système politique, parce que c'est une lacune un peu qu'on a dans nos programmes scolaires. Exact. C'est peu expliqué. Tu arrives pour voter, puis des fois, si tu n'as pas l'impression que tu es renseigné suffisamment, si tu ne vas pas voter une fois, ben là, tu as beaucoup de risques que tu ne votes pas. Alors que si tu votes quand tu es jeune, c'est pour ça que moi, je serais favorable aussi au retour du vote, baisser le vote à 16 ans, puisque ça forcerait le système scolaire. Parce que tu sais, ce que tu montrais comme à l'école, tu montrais comment c'était fait là, en tant que tel, les chambres d'assemblée, tout ça. Tu sais, avec les autres profs en tant que tel d'histoire ou quand on avait de la géo, exemple, là, on voit pas exactement c'est quoi les bas-fonds comme la politique et tout, là, c'est largeur. Lui, il allait vraiment ça en profondeur, puis il expliquait d'une manière vraiment genre... si je recommence à enseigner, mais alors encore plus profond, je connais encore mieux, parce que là, je suis dedans. C'est bien ça. Mais c'est quand t'es parti, en fait, c'est quand t'es parti de l'école? 2019. En 2019. En 2019, vois-tu, j'ai fait peut-être 2 périodes avec chaque groupe. Puis la campagne électorale a commencé à l'automne. Je suis parti en Sansode pour la campagne. Puis comme j'ai été élu, t'es pas revenu. Mais c'est pas vrai. J'avais dit aux élèves que je reviendrais. Puis ça c'est un beau moment aussi que j'ai eu. Parce que, tu sais, comme prof, je l'avais dit, là, on a l'obligation d'être plus neutre. Puis, mais là, en revenant comme député, je pouvais être moins neutre. Non, parce que tout le monde t'avait vu arriver. C'est ça. Fait que là, je suis allé voir les élèves. Puis j'avais raconté un peu l'histoire que je vous ai contée tantôt sur le bloc qui était fini, tout ça. Puis ça me permettait de terminer en disant « Laissez jamais personne vous dire que c'est impossible. » Ah, mais c'est vrai. Ça, c'est un beau message, je trouve, à donner à des élèves. T'sais. Ben oui, c'est un beau message. Ouais. Puis ce qui nous mène aussi, en fait, on a parlé beaucoup de tes enjeux, puis tout ce que tu fais, puis je voulais en venir aussi, j'ai fait des recherches un peu pour en venir à ce podcast-là, puis je voulais aussi savoir, quand tu disais dans tes points, soutenir les aînés, c'est vers où tu voulais t'enligner avec... En fait, les aînés, le drame qu'on vit, c'est que le gouvernement libéral a augmenté la pension. La pension pour les aînés, là, il faut comprendre que moi, je suis un privilégié. J'ai eu un fonds de pension de prof, j'ai un bon revenu de député, mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont travaillé dans des petits commerces, il y a des gens qui ont travaillé comme ouvriers dans des petites entreprises qui n'ont pas de fonds de pension, qui ont économisé souvent dans des REER, mais pas tout le temps. Et la pension vieillesse, c'est pour assurer un revenu minimum, dans le fond. Ça n'avait pas été indexé depuis longtemps. Okay. Et là, dans le dernier mandat, ça a été augmenté de 10 %, mais seulement à partir de 75 ans. Alors que ça a toujours commencé à 65 ans et plus. L'intention du gouvernement là-dedans, c'est qu'on a une pénurie de main-d'œuvre en même temps. Fait qu'ils se sont dit, ceux de 65 ans qui manquent d'argent, ils iront travailler, ça va faire des travailleurs. Et ça, c'est la façon négative de travailler. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes de 67, 68, 69 qui ne peuvent pas travailler. Parce qu'ils ont travaillé dans des jobs extrêmement physiques, ils font de la retraite, les gens sont fatigués. Fait que c'est pas tout le monde qui peut aller travailler à 65 ans. Fait que nous, on dit, augmente la pension de 10 % à partir de 65 ans. D'ailleurs, c'est un autre projet de loi qu'on va ramener. C'était le deuxième qu'on avait mis en condition. Nous, quand on a mis ça sur la table, on a dit, nous, si nous donnent ça, on va voter avec le gouvernement jusqu'à la fin. Là. C'était ça le deal. Là. On vous garde au pouvoir. Vous ne nous donnez pas, on vous sort, parce que nous, on veut ça. Fait qu'en revenant, on va redéposer ça. Parce qu'on trouve ça injuste que les gens qui ont construit le Québec vivent dans la pauvreté. Vous savez que l'inflation des prix en épicerie, là, si vous êtes en appart, vous savez que c'est pas gratis, non? Non, c'est beaucoup plus cher que c'était. Bon, il y a eu un paquet de facteurs, là, la guerre avec l'Ukraine, la COVID, puis là, ça s'est calmé un peu, mais tu sais, ça ne redescendra pas. Là. Le prix des loyers, c'est incroyable. Le prix des loyers, c'est la même chose, la crise du logement, parce qu'à un moment donné, on a mal géré ça, tu sais. Fait que là, il faut que ce revenu-là soit augmenté. Fait, nous, on dit, on augmente la pension vieillesse à 65 ans. Si vous voulez vraiment que les gens aillent travailler, là, donnez-leur un crédit d'impôt. Ils en ont payé toute leur vie de l'impôt. On peut-tu leur donner un break? Ils vont travailler pareil, ils vont y aller plus.
Moi, j'ai rencontré une quantité de personnes phénoménales là, qui me disaient, Monsieur Perron, moi, j'ai retardé ma retraite d'1 an parce que si je vais m'ennuyer chez nous. Mais si je prends ma retraite, puis si je veux travailler 3 jours par semaine, je vais tout le payer en impôts. Fait que là, je suis pogné. Fait que là, les gens prennent leur retraite, puis ils ne travaillent pas parce qu'ils leur payent, tu sais, ils perdent le supplément de revenu garanti. Il faut trouver des mesures pour prendre soin de nos personnes âgées décemment. Tu sais, juste la décence. Ça me choque que je viens les poils de brorette quand je parle de ça. C'est vraiment choquant. Mais puis en plus, on nous disait 3 milliards par année, ça coûte la pension vieillesse à 65 ans. Okay? On nous disait c'est bien trop cher, c'est bien trop cher, c'est bien trop cher. Juste avant les fêtes, le gouvernement Trudeau a décidé de flouber 6 milliards, pas 3, 6, pour baisser la TPS sur les chips avant le temps des fêtes. C'est n'importe quoi. Puis il voulait donner des chèques de 500 $ ou 250 $ à tous les gens qui gagnaient jusqu'à 150 000 net par année. Donc, des gens qui n'en ont pas besoin. Ça s'appelle... Des cadeaux empoisonnés. S'acheter une élection. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Quand tu dis depuis des mois que 3 milliards, c'est trop cher, puis tu veux dépenser 6 milliards pour acheter ta réélection, demande-toi pas pourquoi la population est cynique face aux politiciens. Ouais. Peut-être pour ça qu'il est parti. Il n'y avait pas le choix de partir. Puis, mettons, face, on entend parler beaucoup des États-Unis ces temps-ci dans les médias et tout. Face à Donald Trump, là, c'est quoi tes plus grandes craintes, en fait? Là? La plus grosse problématique, c'est l'incertitude. OK. Tu sais, l'économie, l'activité économique, les investissements, ça se base tout sur la prévisibilité. Puis là, il nous a tout enlevé ça du jour au lendemain, Donald. Parce qu'un matin, s'il est de bonne humeur, il va te dire que c'est un tarif de 15 %. Demain matin, s'il est fâché, il va te dire que c'est rendu 30 %. Fait qu'on ne sait jamais à quoi ça s'en tenir. Fait qu'il faut rester calme. Il faut essayer de faire entendre la voix de la raison. Les ajustements vont venir de l'intérieur des États-Unis. Ça va prendre un certain temps parce que ça va coûter cher aux Américains. Il faut évaluer au fur et à mesure en tant que tel. Oui. Puis il ne faut pas se laisser faire. Le gars, c'est un intimidateur. Vous l'avez déjà vu dans les cours d'école, celui qui écœure les autres. C'est un peu ça. Moi, je suis plus fort que toi, je vais te péter à la gueule, mais ainsi de suite. C'est un parallèle boiteux, mais c'est un peu ça la situation. Fait que si devant un gars comme ça, tu écrases puis tu fais ce qu'il veut, il va continuer à t'écœurer. Voilà. À un moment donné, il faut que tu te tiennes droite puis tu fasses face, même si c'est effrayant. C'est ça qu'on essaie de faire, qu'on va essayer de faire, mais là, il faut apprendre le gouvernement. On n'a pas siégé. Depuis le 18 décembre 2024, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais à cause de ça que, mettons, il dit qu'il veut faire que le Canada soit le 51e État des États-Unis. C'est du chantage, c'est de l'intimidation. C'est pas vrai de ça. Donc, ça peut très difficilement arriver parce que la Constitution américaine est très restrictive là-dessus. La Constitution du Canada, écoute, on n'est pas capable de la changer depuis 82. Tu rouvres ça et tu as un mal de cœur. Là. C'est impossible. Le Québec n'a jamais signé la Constitution de 82. 1982, ça fait un petit bout, là. On n'est pas capable. On n'est pas capable parce que le Canada ne veut pas reconnaître le Québec, puis nous, on ne veut pas accepter de ne pas être reconnu. Fait que c'est impossible à rechanger. Fait que comment tu veux faire ça? Moi, je pense que c'est une méthode d'intimidation pour qu'on cède davantage. Un moyen de pression. Ouais, là, récemment, il a comme arrêté. On verra qu'est-ce que ça va donner. Mais tu sais, le même gars veut reprendre le canal de Panama. Il veut prendre le Groenland. Il veut faire une colonie de vacances à la bande de Gaza, tu sais. Construire des hôtels de luxe puis dire qu'on va aller au soleil. C'est n'importe quoi, là. Ça fait partie du n'importe quoi, là. Moi, j'ai une question justement à propos de ça. Si, mettons, le Canada décidait de juste se détacher des États-Unis dans le sens comme tout ce qui est exporté des États-Unis, tout ça, est-ce que ça ferait un grand changement pour notre pays à nous ou ça changerait pas grand-chose, ça serait pas mal? Ça serait énorme, puisque tu sais, le Canada, c'est un pays un peu artificiel, hein? On l'a créé, on l'a, si vous vous rappelez de vos cours d'histoire, ça a l'air que vous aviez un super bon prof, mais quand ils ont créé ça en 1867, c'était les 4 provinces, hein, dans l'Est, puis pour réunir tout ça, on a mis un chemin de fer, c'est comme un lien de transport artificiel. Avec les États-Unis, c'est beaucoup plus facile, le lien nord-sud, les cours d'eau, puis tout ça. Puis c'est la masse de population, c'est 400 millions d'habitants. T'sais. Nous autres, on est 40, là. C'est un marché qui était très proche, avec des gens qui ont de l'argent, puis des valeurs occidentales relativement compatibles, fait que c'était très facile. Sauf que justement, c'était peut-être un peu trop facile, puis c'est quasiment 80% de notre commerce. Fait que là, la difficulté, c'est que ça arrive du jour au lendemain, puis que les autres pays, sont plus loin.
Tu sais, je prends l'exemple d'aluminium. Les grandes compagnies d'aluminium l'ont dit, là. Un lingot d'aluminium, c'est très en demande en Europe. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais, il faut que tu payes le transport pour traverser l'Atlantique. Alors que pour les États-Unis, tu es collé dessus. Tu l'envoies. Fait que c'est pour ça qu'on est très dépendant. Mais ce que tu as apporté, c'est peut-être le côté positif de la crise qu'on vit avec le gouvernement Trump aux États-Unis. C'est que je pense, moi, qu'à moyen long terme, ça va être bénéfique parce que là, on va apprendre peut-être qu'on devrait plus diversifier nos marchés. On va toujours faire du commerce avec les États-Unis. C'est un peu comme la Chine, quand on fait du commerce en Asie. Vous savez qu'on a eu des difficultés diplomatiques avec la Chine aussi, les deux Michael, Meng Wanzhou, tout ça, là, bon. Et ces gens-là sont pas moins agressifs, entre guillemets, au niveau de l'international. Ça va apprendre à avoir une certaine... Ça va apprendre à avoir une certaine autonomie, en fait. En fait, c'est ça. C'est des choses... Les gens achètent plus local en tant que tel. Ça fait longtemps qu'on devrait faire ça. Mais on dirait qu'on c'est attend ça, d'être exactement. obligé de le faire. Ouais. Là, on va se forcer pour diversifier nos marchés. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nos entreprises vont avoir besoin de soutien. Ça, c'est important. Soutenir notre monde. Ça, c'est le rôle de l'État. Fait que là, il faut que nos entreprises aient des liquidités. Il ne faut pas qu'on envoie tout le monde sur le chômage. On a proposé dans les dernières semaines de rétablir la subvention salariale qu'on avait proposée pendant la COVID. Donc, en place que l'entreprise met tout le monde dehors, puis s'en vont travailler ailleurs, puis ils perdent l'expertise, ils gardent des employés, puis le gouvernement subventionne une partie du salaire pour garder la structure économique. T'sais. Fait qu'à long terme, moi je pense que ça va avoir un effet positif. Mais on va toujours faire du commerce avec les États-Unis, je crois, puis il ne sera pas toujours là, ce monsieur-là. Là. On espère. Croisons-nous les doigts. Croisons-nous les doigts. Mais on est dans une drôle de période au niveau mondial. Tu as la Russie avec l'Ukraine, tu as la bande de Gaza avec Israël, tu as la Chine qui prend de l'expansion dans la mer de Chine méridionale, qui est toujours en affrontement avec les Philippines, qui veut rentrer dans Taïwan. D'ailleurs, dans le dernier Parlement, j'ai fait adopter une motion par le Parlement du Canada, comme quoi Taïwan est indépendant de la Chine continentale. Ils n'ont pas aimé ça. Ben, on l'a fait adopter. J'étais allé à Taïwan pendant un été, puis on était une 50aine de pays, puis on est parti avec une résolution qu'on avait comme mission de faire adopter dans nos parlements. Ça, c'est le fun aussi de l'international. Donc, je m'écarte là, mais on est dans une drôle de période politique. Ouais. Puis, je voulais revenir aussi, tu as plusieurs points, puis je voulais savoir pour les jeunes. Ouais. Qu'est-ce qui tu veux démontrer comme message ou montrer aux jeunes en lien avec la politique que tu fais ou le parcours que tu as fait ou ta plus grande fierté que tu pourrais rencontrer plus tard aux jeunes? Ben, je l'ai un peu parlé tantôt. Le message principal que moi j'aimerais donner, c'est laisser jamais personne vous dire que ça se peut pas. Hein? Parce qu'il y a un autre dicton qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, fait qu'ils l'ont fait. Essaye. Puis ça vaut mieux viser les étoiles puis atteindre le ciel que de regarder ses souliers et penser que c'est le centre du monde. Exactement comme nous autres, les gars. Je remets des certificats de finissant au primaire pour secondaire depuis que je suis député que je signe, là, puis c'est le message qui est écrit dans les... Je m'en rappelle, j'en avais eu. Ah ouais. J'en avais eu. Fait que, puis, moi, je dis, faisons-nous confiance. T'sais. Les Québécoises, les Québécois, on est des gens intelligents, pacifiques, versatiles, entrepreneurs, on est extrêmement débrouillards. Puis même dans le carcan canadien, parce que j'appelle ça comme ça, le carcan canadien, on arrive à briller dans le monde, dans un paquet de domaines. Ouais. Du Cirque du Soleil à Céline Dion, peu importe, des entreprises de génie, des entreprises, comment ça s'appelle, Factory, là, qui font des images, qui font de l'éclairage. Tu sais, non, on est vraiment innovant, puis intelligent, puis brillant. Si on a tous nos moyens, on va faire encore bien plus. Puis soyons fiers de ce qu'on est, puis faisons-nous confiance. C'est ça que j'ai le goût de leur dire. Ah, mais c'est un beau mot. C'est une très Moment Factory, le mot que je cherche, qui est une entreprise d'éclairage qui font des spectacles à l'international. Ah oui. Mais pour elle, je connaissais pas ça. Je connaissais pas cette compagnie-là. J'avais entendu parler vaguement. Sinon, en tant que tel... On avait d'autres listes. Moi, j'ai d'autres questions. Si tu veux y aller. D'autres développements ici, si tu veux y aller. Développement. Une couple de recherche. C'est quoi... qu'est-ce que tu dirais aux gens, dans le fond? Qu'est-ce que ça fait en tant que tel, là,
pour favoriser, dans le fond, l'achat local, là, L'achat local, on le prône tout le temps. Moi, ce que je trouve triste dans l'achat local, c'est que les gens se rendent compte que c'est important à un moment de crise. Oui, exact. Tu sais, la COVID a lancé un gros mouvement là-dessus parce qu'au début de la COVID, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de vaccin, qu'on n'était pas capable d'en faire. On n'avait pas de masque, on n'était pas capable d'en faire. On n'avait pas de respirateur, on n'était pas capable d'en faire. On était dépendant de l'extérieur. Puis dans un moment de crise, là, le pays voisin peut être bien fin, bien smart, il vend du matériel, puis il est bien content de faire des profits, mais le jour où il va manquer de marchandises, il va le garder pour sa population, puis il t'en donnera plus. Fait que, sans virer autarcique, là, sans couper le commerce international, il faut s'assurer une certaine résilience. Et pour ça, pour garder notre écosystème, il faut encourager l'achat local. Une des premières choses que l'État ne fait pas au Canada, puis ça c'est une autre de nos propositions de la campagne, c'est que quand le gouvernement lance un contrat public, tous les autres États dans le monde font ça. Ils disent, ça nous prend, on va prioriser les entreprises locales, parce que c'est notre monde. Le Canada, trop épais pour faire ça. Je trouve ça, non, mais je trouve ça inconcevable. C'est comment ça? On n'exige même pas un certain pourcentage de production locale dans les nouveaux contrats. Je vous donne comme exemple les F-35 de l'armée américaine. Là, on a peur, parce que tout d'un coup, on se rend compte que Lockheed Martin, ils vont pouvoir contrôler, puis ils pourraient peut-être même empêcher les avions de voler. Fait que si on est plus... Ben, ils possèdent les codes informatiques. C'est hyper informatisé, ça prend des mises à jour régulières. Puis là, on apprend. Est-ce que c'est tout vrai? Je ne sais pas. Mais on a comme l'argument que les nouveaux avions de chasse que le Canada a commandés aux États-Unis, sans même demander un appel d'offres à des compagnies européennes, qui, eux autres, ont des partenariats avec l'aéronautique de Montréal. Tu sais, quand je vous dis que le Québec n'est pas souvent pris en compte, c'est un autre bel exemple. On a une industrie aéronautique, c'est un fleuron mondial. C'est une des seules places au monde où on est capable de faire un avion de A à Z. Puis là, on commande des avions de chasse, puis il y a 0 cent pour le Québec là-dedans. Ça vient tout aux États-Unis, ça n'a pas de bon sens. Là, on a peur de ce contrôle-là. On veut le réévaluer parce que là, l'autre, écoute, il nous met des tarifs, puis il nous dit qu'il ne nous aime plus, puis qu'il veut nous envahir. Va-t-il annuler ce contrat-là pour acheter les autres? J'espère. Mais ça n'a pas de bon sens. Encore une fois, je dérape un peu, mais tu sais, l'achat local, c'est dans notre quotidien. Là. Moi, j'invite les gens à toujours regarder l'origine des aliments. D'ailleurs, moi, je travaille dans mon dossier agriculture agroalimentaire à ce qu'il y ait un meilleur étiquetage pour qu'on puisse savoir la source des aliments. Tu sais, puis si tu achètes de la viande hachée à l'épicerie, si elle a été transformée à l'épicerie, tu n'as plus la provenance. Tu ne sais pas d'où elle vient. Fait que, donc, il y a des produits comme ça. Donc, faisons l'effort de regarder. Puis souvent, ça ne sera même pas plus cher. Des fois, ça va même être moins cher. Puis quand tu achètes un produit local, tu achètes ton voisin. Des paniers bio, là, des petites fermes de proximité, puis tout ça, là, encourageons ça. L'argent reste autour de nous, puis ça revient en taxes et en impôts. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la même affaire, quand ils nous disent, on parlait des pensions tantôt, là. C'est trop cher, mais si les gens manquent d'argent, tu l'augmentes le montant qu'ils vont avoir pendant un mois, ils vont le dépenser, cet argent-là, puis ils vont payer des taxes là-dessus. Puis il y a une partie de cet argent-là qui va revenir au gouvernement. C'est fou que tu regardes c'est quoi le retour. Les services de garde au Québec, là, tout le monde disait ça va être donc bien cher, ça va être donc bien cher. C'est un modèle mondial. Le Canada est en train de nous copier 20 ans plus tard, mais ils sont quand même en train de nous copier, puis on a des études qui prouvent que c'est payant, parce que les femmes sont plus sur le marché du travail, puis les autres, ils payent des impôts, ils payent des taxes, ça revient gratis quasiment. Fait que, tu sais, il faut être intelligent comme État. Dans le fond, si je comprends bien, acheter local serait plus payant à la longue dans nos poches à nous. Si, mettons, les gens se mettent à acheter plus local, ça ferait en sorte que, genre, dans le fond, si je comprends bien, on aurait un meilleur retour sur nos impôts et tout ça, dans le fond. Oui, puis ça regarde la job de ton voisin. À place que ça reste sur le chômage. Puis là, il faut que tu payes de l'impôt pour payer son chômage, tu sais. Puis c'est pas une question de virer fou, là. Tu sais, je veux faire attention, là. C'est pas une question de t'as acheté quelque chose sur Amazon, on va te lapider sur la place publique. C'est pas ça, là. Tu as le droit de regarder, tu sais, puis tu as le droit d'acheter, tu sais. Des fois, ça se peut que tu achètes de l'étranger, mais quand tu peux, essaye. Faites l'effort, faire l'effort, puis prioriser. Puis si on fait juste ça, c'est énorme. Il avait sorti le gouvernement du Québec avait sorti des chiffres, là, si chaque individu dépensait 12 piastres de plus par semaine en produits locaux, c'était je ne sais pas combien de milliards d'impact dans l'économie. Clairement. À la place de sortir l'argent, puis l'envoyer en Chine, puis l'envoyer en... On est pro commerce international, on a besoin, mais il faut se garder une base.
Puis il faut penser que, surtout au niveau de l'agroalimentaire, le jour où on a une crise, on a un problème de transport, on est capable de nourrir notre population? Exact. Puis j'aurais une petite question aussi, là, pour les gens, là, parce qu'on s'entend que la crise climatique et tout, là, Ouais. dans le fond, là, on a déjà vu, comment on dirait qu'il y a plus de tornades, de tremblements de terre, d'inondations. Qu'est-ce que tu expliquerais aux gens, dans le fond? Ça, c'est le drame du monde politique, c'est qu'il prend des décisions à courte vue. Puis tu me parlais de la taxe carbone tantôt, c'est un autre bel exemple. On peut demander comment ça coûtait. On peut-tu se demander comment ça coûte les inondations du mois d'août l'année passée? Comment ça a coûté les inondations de Drummondville il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines? Comment les vents violents qui viennent détruire des maisons, tout ça. Puis là, c'est l'assurance habitation qui commence à être impossible. C'est la reconstruction de ça, les infrastructures pour les villes. Là, au mois d'août, l'année passée, sur 36 municipalités dans Berthier-Masquinongé, je pense que c'est 32 qui avaient des dommages majeurs. Puis il y en a qui avaient un ponceau, ils venaient juste de leur faire flambant neuf, tout est parti autour, là, juste le ponceau qui est resté là. Imaginez-vous comment que ça coûte. C'est pour ça qu'il faut mettre des mesures, mais au-delà de ça, le réchauffement climatique, le changement climatique, le dérèglement climatique, peu importe comment on l'appelle, il est commencé. Il faut aussi mettre des mesures d'adaptation. Entre autres dans les programmes d'assurance dans le monde agricole. Puis ça, il y a une partie qu'il faut qu'il soit assumée par l'État. Fait que ça coûte des sous. Il faut faire notre possible, mais il faut aussi être présent sur la scène internationale pour agir comme leader, ce qu'on ne peut pas faire présentement parce qu'on est dans un pays producteur de pétrole, le pétrole le plus polluant au monde, les sables bitumineux de l'Ouest, qui là, en plus, il voudrait nous passer le tuyau à travers la gorge sous prétexte que M. Trump n'est pas fin. Alors que ce tuyau-là ne sera pas prêt en 8-10 ans, puis que l'Europe n'en voudra pas de ce pétrole-là. Donc, il faut être bien prudent, garder la tête froide dans le contexte actuel. Exact. Si tu veux parler... Je aussi, on voulait y aller sur... justement, on était en même temps, on parlait justement du pétrole et tout ça, mais en lien avec l'environnement. C'était un dossier que tu travailles un peu plus sur l'environnement où tu voulais t'en aller avec ça? Bien, dans le cadre de mon dossier agriculture agroalimentaire, ce que j'ai travaillé beaucoup, c'est la rétribution des bons gestes. Tu sais, parce qu'on a des gens qui sont des producteurs biologiques depuis 25 ans, qui au début, tout le monde riait d'eux autres, ils mangeaient leur bois, puis ils faisaient moins de profit que tout le monde. Puis là, aujourd'hui, les gouvernements se sont rendus compte qu'il faudrait peut-être utiliser moins de pesticides, ou même peut-être qu'on fait trop d'érosion des sols, ça dégage du gaz carbonique dans l'atmosphère, et ainsi de suite. Fait que là, si tu utilises des pesticides sur ta ferme, si tu en utilises moins, on va donner de l'argent. Mais les gars qui est bio depuis 25 ans, lui, on s'en occupe pas. Tu sais, ça, c'est un non-sens, là. Donc, il faut reconnaître l'état des choses au départ. Donc, moi, je propose une mesure de l'état des sols en général. C'est sûr que c'est complexe, mais on est équipé pour faire ça. Puis, on a une année zéro où on donnera une récompense financière à ces gens-là. Puis, ces sommes-là pourraient être disponibles pour faire des investissements sur l'entreprise, pour faire la prochaine innovation. Exemple, tu cultives une bande de terre sur le bord d'un cours d'eau, bien, tu renonces à faire ça. Tu faisais, mettons, 15 000 $ de revenus avec ça par année, de profit, mettons. C'est pas réaliste de dire que l'État va remplacer ce 15 000 $-là de profit pour le reste de tes jours. C'est quand même tout le monde qui paye les taxes et impôts, mais c'est tout le monde qui bénéficie de la qualité de l'eau aussi. Il y a quand même une valeur. Moi, ce que je propose, c'est, mettons, on peut te donner 5 ans de tes profits que tu aurais fait, puis ça va dans un fonds d'investissement, puis avec ça, tu pourras faire la prochaine innovation pour rendre ton entreprise plus efficace, pour mettre la géothermie dans ton étable, peu importe. Et ça aussi, ça vaudra des sous. Plutôt que d'y aller par la mesure punitive. Ça, c'est une des choses que j'ai travaillé. Je pense que ça commence à percoler, parce que et au Québec et au Canada, on a commencé à développer des programmes comme ça. Ça, c'est le côté ingrat de l'opposition. Tu proposes des affaires pendant des années, puis le jour où le gouvernement décide de le faire, il ne dira pas que c'est inspiré de toi. Mais c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est le bien commun. Non, Louis Plamondon, qui est le plus ancien député de la Chambre des communes, ça fait 40 ans qu'il est député. Il dit toujours que faire de la politique, c'est gérer ses frustrations. Il dit aussi que si tu veux de l'amour, fais pas de la politique, achète-toi un petit chien. Non. Mais il est pas mal drôle, mon Louis Plamondon. Mais ouais, mais tu sais, c'est pas des frustrations. Il faut vivre avec ça. Et quand on veut changer les choses vraiment, puis améliorer la société, on ne veut pas nécessairement que notre nom soit écrit à côté.
On veut juste que ça arrive. Ouais. Pas fait par telle personne. C'est ça. Ok. S'ils disent, je vais être bien content, mais s'ils disent pas, c'est pas grave. C'est tant que ça se fait. Tant que ça se fait, c'est l'important. Là, je viens de regarder, on est déjà à 45 minutes. Pénurie de main-d'œuvre, on en a parlé. Ouais, ben, un peu tantôt. Mais je sais, tant qu'être, là, tant que tu me parles de ça, la pénurie de main-d'œuvre. Comme moi, de mon œil, là, parce que je sais pas si c'est vrai, là, je veux pas dire de niaiserie, mais est-ce qu'à cause de la COVID, il s'est passé quelque chose où la pénurie de main-d'œuvre s'est passée là-dedans? Puis, comme je dis, moi, c'est mon œil en tant que Québécois, là, je vois ça. On dirait que le monde veut moins travailler, ils veulent, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a ça un peu, puis c'est pas juste la COVID, c'est une question générationnelle. Okay. C'est pas tout le monde qui est débile comme moi puis qui veut travailler 60-80 heures par semaine. Déjà, je veux avoir une vie généralement. Mais puis il y a beaucoup de gens qui veulent le temps partiel et tout ça. Ça, c'est un des facteurs, mais la pénurie de main-d'œuvre était là avant. Tu sais, moi, je vous ai enseigné l'histoire à Saint-Félix, mais je me souviens dans le temps que j'enseignais la géographie à Joliette, là, ça fait longtemps, c'est des années 90, puis j'ai enseigné la pyramide des âges, tu sais, le baby boom, puis je disais là, quand ces gens-là vont être vieux, on va manquer de main-d'œuvre en bas. Moi, je le savais comme prof de secondaire des années 90, puis j'ai sorti ce ligne-là une couple de fois dans le Parlement, je dis, je peux pas croire que les administrateurs de l'État n'ont pas vu ça venir, tu sais, on attend d'avoir le nez dessus. Puis là, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais on a ça. Bon. Fait que, oui, il y a cette problématique-là. Bon, dans certains secteurs, il y a des travailleurs étrangers temporaires. Ouais. C'est un programme qui fonctionne bien. Il faut faire attention quand on parle d'immigration, puis les gens disent, il faut réduire l'immigration. Ces gens-là ont notre besoin. Puis l'employeur les loge. Fait que ça, c'est une barème qu'on devrait se mettre. Mais c'est aussi la formation de la main-d'œuvre. Des secteurs, tu sais, on le voit, on manque de vétérinaires pour les gros animaux, on manque, tu sais, il y a un paquet d'affaires super spécifiques dont on manque. Des gens, je pense entre autres aux vétérinaires, on en fait venir de l'extérieur, puis là, il faut qu'ils passent un examen de reconnaissance des acquis, puis il y a juste 2 places au Canada qui le font, puis les listes sont super longues, on peut en faire plus vite? Tu sais, il y a des choses qui peuvent se faire pour améliorer ça. Puis il y a une question démographique là-dedans aussi, là. Mais... Ça fait le tour un peu. C'est juste vrai ce que tu dis. Je ne veux pas rentrer dans rien non plus, mais juste notre système de santé aussi, c'est long présentement. Oui, ben on manque de médecins, on manque d'infirmières, on manque de ces gens-là, mais au-delà de ça, il y a une inefficacité publique aussi. Hein. Dans quel sens? Les structures de l'État, c'est lourd. Tu sais, je parlais des travailleurs étrangers tantôt. Si vous voyez la quantité de papier qu'un producteur doit remplir pour avoir un travail étranger, c'est complètement débile. Là. Même gars qui vient depuis 18 ans, il faut toujours qu'il refasse les mêmes demandes, c'est fou. Oui, parce que quand tu attends, mettons, à l'urgence, là, pendant 6 heures de temps, 8 heures de temps, là, on s'entend qu'il y a une structure en tant que telle qui... Bien, ça dépend toujours de l'achalandage. Il faut faire attention à porter des jugements parce que si toi tu attends 6 heures, c'est peut-être parce qu'il y a 2 ambulances qui sont arrivées et que tu les as pas vues arriver. C'est parce que le médecin de garde était malade, parce que tu sais, il y a un paquet de facteurs. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que oui, ça peut être difficile peut-être d'avoir le premier rendez-vous pour aller voir le médecin, mais une fois que tu es rentré, le système de santé il est extraordinaire. Puis promène-toi partout dans le monde, puis tu verras presque pas l'équivalent de ça. Donc, tu sais, on est bon pour chialer aussi. Ces gens-là qui travaillent en santé sont tellement dévoués et extraordinaires. Fait que, il faut avoir du respect pour ces travailleurs-là aussi. Mais en même temps, travailler à réduire les attentes. Puis ça, une des façons de le faire, c'est que les gens aient accès à un médecin de famille. Puis là, ça fait combien d'années qu'on parle de ça? C'est vrai que la liste, moi personnellement, j'en ai un médecin de famille, mais tu sais, juste ma copine n'en a pas. Puis c'est épouvantable, la liste d'attente là-dessus. Là. Oui, puis aussi, on en parlait justement encore, on était dans une semaine, on disait qu'on chiale, on est bien des chialeux. Nous autres, non, on n'est pas juste des chialeux, mais c'est dans la nature humaine en même temps. Hein, il y a des choses qui vont bien, ben ça va bien, puis on va regarder, on va focusser sur ce qui ne fonctionne pas bien. Mais c'est souvent qui ressort ce qui va pas bien. C'est ça. C'est souvent quand ça va pas bien, mais direct, tu vois les médias, la TV, tout, on focus souvent sur ce qui va pas bien. On parle pas... Mais on parle pas assez souvent de ce qui va bien autour. Puis ce qu'il voulait m'emmener, j'ai fait mes recherches, tu as eu tes 3 mandats, j'ai fait des recherches, puis je vais te féliciter. Ouais, mais c'est le 3e là, que je c'est ça. Mais je vais te féliciter. Tu sais, comme on disait au début, on t'a connu à l'école, puis tu n'es pas rendu ce que tu étais présentement. Puis je voulais te dire aussi un gros merci de nous accueillir ici pour ce podcast-là. C'est bien le fun de vous avoir dans ma cuisine. Oui. On vous remercie beaucoup. Ça a été, pas que ça a été compliqué, mais mettons, tout le processus,
d'avant qu'on puisse. Nous autres, ça nous a fait chambouler une couple de choses. Parce qu'au début, on était censé être à l'Érablière, après une bibliothèque, pour au final venir ici. Puis encore merci de nous laisser notre chance de faire un beau podcast avec toi, Yves. Puis aussi, pour en venir, est-ce que tu avais, on va clôturer ça dans pas long, on ne veut pas empiéter non plus, est-ce que tu avais quelque chose à dire, un message ou te rejoindre, un réseau social, si on peut te rejoindre? Ben oui, ben en fait, on est en campagne électorale actuellement. Exactement, c'est vrai, on ne l'avait pas dit. C'est sûr que c'est yvesperron.bloc.québec pour le courriel. Juste vous tapez Yves Perron sur Internet, vous allez trouver facilement. Ben, en temps normal, advenant le cas où je sois réélu, évidemment, 819-228-1210 au bureau. Moi, je trouve que les gens, en général, je sors de l'idée de campagne, tout ça, pour parler plus du rôle de député. Les gens, en général, je trouve, sont trop timides pour. Ils n'osent pas déranger le député. T'sais. Beaucoup. Des gens ils nous appellent, puis il est rendu tard. Il y a des immigrants qui sont sur le bord de se faire expulser, ou quelqu'un qui doit plein d'argent avec les impôts, puis on est capable de régler beaucoup de problèmes. T'sais. Mais plus tôt les gens viennent voir le député, plus c'est facile pour le bureau du député de travailler. On a une équipe efficace, extraordinaire. J'ai 4 employés qui sont là, qui reçoivent les gens. Puis même si ce n'est pas de juridiction fédérale, ben nous, on est en bon contact avec les députés de Québec aussi, que ce soit Caroline Proulx dans Berthier ou Simon Allaire dans Masquinongé. Puis on réfère les gens, on travaille en équipe. Puis tout ça parce qu'on fait du service public. Fait que ça aussi, faut pas négliger cet aspect-là. Là. Que ce soit moi ou pas moi, le député après l'élection, le bureau de député va exister encore. N'hésitez pas d'avoir accès. Oui, mais c'est ça qui est super le fun. C'est autre que tu étais notre prof, mais c'est super le fun que tu sois accessible comme ça pour qu'on puisse parler. Puis donner ce podcast-là, ton équipe aussi est incroyable, ils sont super accessibles. Je parlais en contact avec eux, c'était super le fun. Puis ça reste toute une super belle équipe que tu as. Puis là, je sais pas. Ben, merci beaucoup, les gars. Puis c'est le fun de votre podcast. Je vais me mettre à suivre ça. Là. Ça nous fait plaisir. On te remercie beaucoup. OK, merci. Yves Perron, candidat du Bloc québécois. Merci. Circonscription, député Berthier Masquinongé. Berthier Masqui. Salut! On vous dit merci et à la prochaine. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager.